Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maïlane Ripoche, auteure du blog et de la chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques. Et aujourd'hui, ma guerrière pacifique, alors j'ai mis du temps à lui faire dire oui, mais à force de patience, elle a fini par me dire oui. J'ai fini par craquer. Elle a craqué. Et donc je suis avec Véronique Gaspard, que vous avez peut-être déjà vue en vidéo une fois au moins, enfin au moins non, qu'une fois en fait. Parce que c'est pas trop son truc. Et donc elle est, pour ceux qui ne la connaissent pas, formatrice en communication non violente et elle dédie aujourd'hui, en tout cas c'est son souhait, de dédier la plus grande partie de son temps au développement d'une éducation bienveillante. Ça va Véronique? Ouais, ça va. J'adore le fait d'être filmée, non pas du tout. Et en même temps, je vois que ça peut contribuer pour certains. Alors voilà, j'ai fait le choix de te dire oui parce que j'ai aimé le premier contact qu'on a eu lors d'un stage. Et je me suis dit que j'avais envie aussi de soutenir tes projets. Ben, merci beaucoup. Donc l'objet de cette vidéo, le thème d'aujourd'hui, eh bien c'est l'éducation donc des enfants. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de qui tu es, de ton parcours, comment tu es arrivée à la communication non violente? Ouais. En lien avec les enfants, déjà je suis maman de 3 enfants qui sont mes maîtres absolus. Et je m'incline d'ailleurs souvent devant eux pour tout ce que ça m'a permis de vivre. Et quand j'ai accouché de mes enfants, je crois que si la sage-femme m'avait dit un jour, peut-être vous aurez envie de les jeter dans un mur, je me serais dit, mais elle est complètement cinglée, il faut l'interner, ou alors elle écrit des romans la nuit, et je suis tombée sur complètement quelqu'un d'incroyable. Et puis je me suis rendu compte que, alors que j'avais des bonnes intentions de maman, il y a des moments où j'avais juste pas les moyens d'accompagner ces êtres, et qu'il y a des moments j'étais à bout. Et moi j'ai un diplôme d'infirmière. Donc cette notion du soin à l'autre, je l'ai depuis longtemps, parce que ça fait 36 ans que j'ai le diplôme d'infirmière. Et j'ai bossé en réanimation, j'ai bossé en accompagnement fin de vie au domicile. Et souvent, si vous m'avez déjà entendu dans la conférence à laquelle je faisais référence tout à l'heure, je démarre jamais une formation ou une conférence sans honorer le garçon que j'ai rencontré et qui fait que je suis là certainement aujourd'hui. Parce qu'il mourait du sida, il avait 20 ans. Et il était enragé parce qu'il avait été privé d'une forme de savoir. Et il me disait, tu vois Véro, parce qu'on ne m'a pas dit, eh ben, j'ai pas pu choisir. Et ça m'a toujours profondément bouleversée de voir combien, privé d'une forme de savoir, eh bien, d'une certaine manière, je prive moi ou les autres de leur capacité à choisir. Et il me disait, quand on a la patate comme toi, on n'accompagne pas les gens en fin de vie, on fait de la prévention. Et c'est de lui, grâce à cette rencontre, qu'est née pour moi cette idée de la prévention. Et je me suis dit, prévention, où ça? Oh, je dis éducation nationale. Donc je vais passer le concours pour voir comment c'est. Puis si jamais je suis reçue, je verrai si je prends ou pas le poste. J'ai été reçue et puis j'ai été nommée dans la première cité HLM de la ville de Paris, à Châtenay-Malabry. Et je me suis retrouvée infirmière scolaire dans une grande cité avec 1200 élèves et 200 adultes. Et là, je crois que je suis restée juste ahurie de voir combien les enseignants avaient les meilleures intentions du monde et peu de moyens. Comment les élèves qui étaient comme déclarés des horreurs, moi quand je les avais dans l'infirmerie, je trouvais que c'était des anges auxquels on aurait pu greffer des ailes. Et quand ils se retrouvaient dans la cour, effectivement, ils se transformaient en bombes. C'est le moment où moi j'avais 3 ados à la maison, je me disais oh là 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 là, je vais m'en faire un, ou je vais jouer au bowling avec les 2 autres, strike. Et je me suis fait peur, vraiment. Et je me suis dit, il y a quelque chose chez moi, visiblement, à changer, parce que ça fait des années que j'attends que les autres changent et ça ne marche pas. Et quand j'ai rencontré le livre de Thomas Dansembourg, c'est d'être gentil, soyez vrai, je me suis dit, ce mec, il m'a observé pendant des années, il a fait un bouquin sur mon dos, oh là là, quand je le verrai, je vais lui dire, dis donc, mon gars, t'es gonflé, quoi. Alors maintenant, c'est devenu mon collègue, et je me rends compte que, il a écrit son histoire, il a écrit une grande partie de l'histoire de notre humanité conditionnée. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de soutenir les êtres qui consacrent leur vie à soutenir l'éducation. Infirmière, donc réanimation, accompagnement fin de vie, éducation nationale. Au bout de 5 ans, je me suis rendu compte que je ne vivais pas mon rêve.
et que je voulais faire un temps de pause. Ça m'a permis d'écrire un premier livre avec une collègue principale, accompagner mon enfant au collège. Et puis, comme quand j'étais infirmière scolaire, je travaillais avec le Conseil régional d'Île-de-France pour animer des actions de prévention, je suis devenue animatrice de prévention. Et c'est comme ça que je me suis baladée pendant un peu plus de 10 ans dans les banlieues, toutes les banlieues confondues de Paris, et où j'animais des rencontres sur la vie relationnelle, affective et sexuelle et la prévention du suicide à l'adolescence. Et sans la CNV, jamais j'aurais eu les moyens de pouvoir maintenir le dialogue ou de créer des relations de qualité avec les ados. Et quand j'ai vu combien ce processus m'aidait moi à rester dans ma verticalité et aidait la connexion, et qu'une fois que la connexion était créée, alors on pouvait apprendre ensemble, je me suis dit je veux offrir ça à d'autres. Et justement, comment tu expliques ce changement de comportement? Tu disais avec toi, à l'infirmerie, c'était des anges auxquels on pouvait greffer des ailes, et dans la cour, ou avec peut-être les professeurs, ils se transformaient en diables. Comment tu expliques ce changement en fait? Je dirais que moi j'étais un diable, moi aussi. À l'infirmerie, on aurait pu considérer que j'étais vraiment une mère peut-être un peu vraiment idéale, et quand j'arrivais chez moi, je me disais je vais m'en faire un. Et j'ai vu combien, dans mon conditionnement, j'avais pas appris à prendre soin de moi, et que ça avait des conséquences, et que j'étais en permanence je prends soin des autres, et je croyais en plus prendre soin des autres, parce que ça c'était une illusion que j'avais de me dire je vais leur trouver des solutions, et que ce que j'ai appris en premier avec ce processus, pour moi qui est un chemin comme un retour à notre nature, c'est-à-dire que nous sommes nés équipés de cette communication non violente, c'est-à-dire que nous sommes nés avec cette évidence que quand on avait des perceptions corporelles, on était capable de les exprimer haut et fort. Tous les bébés du monde crient quand ils ont faim, tous les bébés du monde crient quand ils aimeraient avoir les fesses au sec, tous les bébés du monde hurlent quand ils veulent de l'attention, de la douceur, de la chaleur, du contact. Et puis au fur et à mesure, les éducateurs qui n'ont pas les moyens, et c'est pas parce qu'ils n'ont pas l'intention, ils n'ont juste pas les moyens, parce que jamais personne leur a dit que les sensations, les émotions, les perceptions, tout ce ressenti corporel, c'est juste cet indicateur qui nous permet d'aller regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et comment je vais pouvoir retrouver le chemin de la proactivité de mon existence, comment je vais pouvoir prendre soin de moi. Et donc ça m'a demandé beaucoup de rééducation, parce que moi quand on me demandait comment tu te sens, j'ai bien ou mal, ça c'était quand j'étais à fond. Et après, si on me demandait de quoi j'avais besoin, j'avais aucune idée. Pourquoi? Parce que dans l'éducation que j'avais reçue, cette notion, elle était certainement pas au goût du jour pour mes parents, et qui, eux, sont vraiment des parents que je célèbre, parce que j'ai reçu tellement d'amour, et j'ai été, je crois, une enfant bénie pour les valeurs que j'ai reçues, sur la générosité, la bienveillance, sur l'amour. Et je crois que j'ai de la gratitude d'avoir reçu ça comme valeur. Et mes parents, comme les autres parents, ignoraient qu'on pouvait voir la vie d'une autre manière. Et donc souvent, je démarre mes formations avec cette équation entre si je suis privée du savoir qu'on peut voir la vie sous un autre angle, alors je ne vais pas pouvoir choisir autre chose. Et il y a un moment, moi, j'ai choisi autre chose. Et du coup, pour toi, là, on va rentrer dans le vif du sujet, comment on peut éduquer un enfant de manière bienveillante sans être trop strict ni trop laxiste? Donc, question large, mais de ton expérience aujourd'hui, qu'est-ce que tu auras envie de nous partager par rapport à ça, à une éducation bienveillante? Ouais, je vois combien, j'aime bien que tu me poses cette question, parce que je vois comment cette question de la bienveillance, elle est souvent accrochée à un côté béni oui. Alors bienveillance, ce serait on est une équipe, peace and love, on laisse tout faire. Et je trouve assez regrettable que, et en même temps, c'est comme ça, qu'on ne puisse pas associer la notion de la bienveillance et de la fermeté. Et ce que j'aime avec ce processus, c'est que une fois que j'ai de la clarté sur ce qui est très très important pour moi, une fois que j'ai vraiment saisi qu'est-ce qui était en jeu à l'intérieur de moi dans une situation donnée, alors je vais pouvoir l'exprimer avec bienveillance et en même temps une certaine fermeté.
La girafe, qui est l'animal symbole de la communication non violente, mais j'ai vu que tu l'avais présenté sur d'autres vidéos avec Michel, hein, donc je ne vais pas revenir là-dessus. La girafe, elle a plusieurs pouvoirs, donc celle d'écouter, que ce soit elle ou l'autre, mais celle aussi de s'exprimer avec authenticité. Et il y a une certaine force derrière ça. Et puis le troisième pouvoir, elle va éduquer avec bienveillance, mais bienveillance et fermeté. C'est-à-dire que la girafe, elle est ferme sur ses besoins et souple sur les stratégies. Bah d'ailleurs, c'est Isabelle Padovani qui avait fait une vidéo dont le titre était La girafe a des couilles. Et des sabots. Et des sabots. Et des sabots. Donc, ouais, et version remixée, elle peut avoir aussi des ovaires pour voir quand même qu'il y a quand même des trucs. Ouais. Elle peut avoir aussi des ovaires. Parce que moi, je suis pas sûre d'avoir des couilles, mais par contre, il me semble avoir des ovaires. Ouais. Ok. Donc, moi, j'aime bien aussi illustrer avec des exemples. Il y a un exemple qui me revient en tête. Je sais pas, ça te va, ça? Ah oui, très bien. Ouais. Comment est-ce qu'on peut être bienveillant? J'ai été amenée un jour à accompagner un gamin qui allait être exclu d'un collège pour la 5e fois. Et à 14 ans, je trouve que c'est un challenge déjà. Beau palmarès. Et il avait craché sur un enseignant. Et son éducateur est venu en me disant « Véronique, ça ne marche pas l'exclusion ». Et ce à quoi je lui ai dit « Mais tu serais venue la première fois, je t'aurais dit que ça n'allait pas marcher ». Pourquoi? Parce que quand un être humain vit une exclusion, c'est-à-dire qu'il est hors d'un collège, même si on le met dans un autre collège, alors il y a 2 axes que ce gamin va choisir. Soit il va se soumettre à un système et on va dire « Ah, il est devenu sage, il a bien compris. Est-ce que c'est ce que je veux, moi, comme société ?» Je dis non. Soit il va se rebeller. Et ce gamin, il était en mode rébellion. Et donc, quand je l'ai vu, je lui ai dit « Ok, je sais que tu as craché sur quelqu'un et j'aimerais te dire que je ne suis absolument pas d'accord avec le fait que tu aies craché sur cet enseignant. Et d'ailleurs, même si tu avais l'idée de me faire la même chose, peut-être que mon premier réflexe, ce serait de te dévisser la cervicale. Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi ?» Il m'a dit « Oui, madame, ouais. » Parce qu'à ce moment-là, je suis ferme. Il est hors de question que j'accepte un truc comme ça. Je ne suis pas d'accord avec cette stratégie. Par contre, je lui dis, tu veux que je te dise, on va prendre le temps qui va être nécessaire tous les deux pour aller voir la beauté de l'être que tu es en amont de cette stratégie. Et je vois que ça me touche encore parce qu'il m'a dit, jamais personne m'a dit que j'étais beau. Et je lui dis, tu vois, on va aller regarder ça ensemble parce que je suis sûre qu'une fois qu'on aura trouvé toi et moi ensemble, qu'est-ce qui fait que tu as fait ça? Peut-être on envisagera d'autres moyens que de cracher sur un prof parce que je suis sûre que si moi, là, à cet instant, je te crache à la gueule, je vais me prendre un point dans le nez. Est-ce que tu es d'accord? Il m'a dit, ouais. J'imagine qu'à aucun moment, tu aimerais que je te crache dessus. Il m'a dit, mais non, madame. Et puis on a pris peut-être, je sais pas, 30 ou 45 minutes de partage, de qu'est-ce qui fait qu'il faisait ça. Et puis à un moment, il y a comme quelque chose en tout cas qui m'est apparu, parce que je me connectais à waouh, c'est quoi les raisons qui font que ce gamin ait pu poser un acte comme ça. Puis à un moment, je lui ai dit, mais est-ce que tu aimerais juste être entendu ou vu dans ce que tu vis chez toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui aimerait qu'il y ait quelque chose qui soit mesuré? Puis il m'a dit, oui, madame. Ah, et je dis, la seule façon que tu aies trouvé d'attirer de l'attention, c'était ça. Il dit, bah ouais, puis je me rendais même pas compte. Et puis il nous a partagé avec l'éducateur combien il se faisait frapper chez lui et il nous a montré comment ses bras et ses jambes étaient lacérés. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je sais qu'aucun enseignant, aucun chef d'établissement, aucun éducateur aurait de la joie à virer un gamin si il pouvait se mettre en lien avec son histoire. Et avec l'éducateur, on a trouvé un autre moyen. On disait, voilà, quand tu veux être entendu dans ce que tu vis, quel autre moyen tu vas pouvoir trouver comme sonnette d'alarme plutôt que de cracher sur cet enseignant. Et ce serait maintenant, parce que c'était au tout début où je démarrais la CNV, ce serait maintenant, j'accompagnerais le mouvement dans le collège pour aller aussi entendre ce qui s'est passé pour l'enseignant et comme pouvoir recréer du faire lien la boucle. Et qu'il y ait une réparation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis certaine que je proposerai un cercle restauratif pour que et cet enfant et cet enseignant et l'ensemble de la communauté puissent ressortir gagnant-gagnant de ce qui s'est passé à ce moment-là. Que chacun puisse mesurer ce que l'autre vit.
et puis qu'il y ait réparation et qu'on s'engage à ce que ce soit plus jamais comme ça. Et là où il y a de la fermeté, c'est qu'à un moment, je dis stop, et avec une fermeté où c'est non négociable. Et je peux même partager aux élèves que, c'est un élève comme ça, je dirais, si tu continues comme ça va avoir un impact. Et est-ce que c'est ce que tu veux vivre? Alors comment est-ce qu'on s'en sort ensemble? Donc pour moi, j'ai jamais été aussi ferme que depuis que je connais la CNV. Mais ça demande, pour être ferme, d'avoir intégré beaucoup de bienveillance avec soi-même, d'aller voir où est-ce que ça vient nous toucher, avant aussi de pouvoir aller regarder qu'est-ce qui s'est passé sur la colline de l'autre. Donc ça, c'est un des axes, tu vois, de fermeté, où je vais accompagner quelqu'un, et puis il y a des moments où je vais m'accompagner. Et là, j'ai un autre exemple qui me reste en tête, qui était assez édifiant. Je suis dans une classe un jour et j'anime, et puis les élèves parlent entre eux, puis à un moment, je leur dis, vous me faites tous, je vais peut-être éviter les gros mots, voilà, ça commence par un C, la deuxième lettre, c'est un H, et ça finit par un R. Et ça finit par un R, et entre les deux, il y en a deux. Il y a deux lettres. Voilà, juste je vois pas ce que c'est. Bon. C'est ça. Bon. Et donc là, arrêt sur image, avec les gamins, ils me disent « Eh madame, non mais ça va ou quoi ?» Je voudrais juste vous dire que je suis désolée, et en plus, je vais vous dire la meilleure, c'est qu'en ce moment, je suis en train d'apprendre un processus qui s'appelle la communication non violente. Et il y a un gamin qui m'a dit « Mais madame, dans ce cas, vous pouvez retourner à l'école parce que c'est pas au point. » Je lui dis « Mais oui. » Et je vais te dire que je suis juste désolée. Et en même temps, c'est bien parce que j'apprends la communication non violente que je vais peut-être avoir les moyens de traduire ce qui s'est passé pour moi. Et je vais essayer de vous le dire d'une autre manière et vous me direz, c'est quoi la manière que vous préférez? Donc j'ai profité de ça pour leur dire, je vais essayer d'une autre manière. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la suite. Et je vais partager, parce que pour moi, je préfère vous donner des exemples que de dire, voilà, la CNV, ce serait ça, et puis laisser imaginer aux gens que on serait devenu je sais pas quoi. Moi, je suis très à l'aise aujourd'hui avec le fait que je me banane, parce que c'est juste l'instant, la vie qui surgit à un moment. Et puis quand je me vois dans des actions comme ça, je me dis, est-ce que c'est le monde dans lequel je veux vivre? J'ai tout de suite la réponse. Alors comment je transforme la merde en compost? Et donc j'aurais dit, mais je vais prendre un temps pour voir ce qui s'est passé pour moi. Et puis je reviens vers vous quand j'ai de la clarté. Puis je me suis rendu compte que quand je les voyais échanger comme ça entre eux, alors j'étais agacée au stade où je me disais, ben voilà, ils me font tout chier, mais ça, je leur ai dit, donc voilà, ça c'est fait. Puis je me suis dit, mais quand même, c'est quoi qu'il y a derrière? Alors j'ai pris du temps. Puis je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est quoi le sens? Est-ce que finalement, ce que je partage, est-ce que la façon dont je le partage a un intérêt? Parce que là, on travaillait à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Je me disais, mais finalement, à quel moment je les ai interrogés pour savoir si c'était juste dans leur vie? Enfin, je faisais tout ce chemin. Puis je me suis dit, ouais, ça interroge le sens de ce que je fais profondément. Alors je leur ai dit, voilà, deuxième séquence. Première séquence, vous me faites tous. Et deuxième séquence, ben voilà, quand je vous vois échanger entre eux, là, je vois que j'ai une sorte de rage qui monte, mais à la hauteur de là où je m'interroge sur le sens que ça a. Qu'est-ce que vous préférez comme version? Il y en a un qui dit, alors madame, moi je ne sais pas. Je préfère la 2, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je fais comment ça? Alors il dit oui. Premier, il dit ouais, moi j'ai juste envie de te buter en disant mais comment elle nous parle, l'autre là. Puis le deuxième, il dit je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est comme si vous parlez de vous et puis moi j'étais plus tranquille. Je dis ok, alors on va aller regarder ensemble et puis je vais vous partager finalement ce qu'est la communication non violente. Et puis comme ça me permettra d'aller voir avec vous qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez en train d'échanger chacun. Alors je leur ai dessiné le petit bonhomme avec l'observation. Ben voilà, il y en a plusieurs qui échangent entre eux. La sensation, putain, je suis agacée, je suis en train de me dire ils me font tous machin, et puis j'en ai ras le bol, etc. Et d'aller voir le sens. Je dis, ah ouais, et je fais alors, vous, c'était comment? Il dit, ouais, vous nous parlez, le féminin sacré, les filles, c'est des temples et tout. Oh là là, mais nous, on n'a pas l'habitude de ça. Alors nous, il faut du temps pour qu'on échange avec les copains, parce qu'on se dit, on croyait qu'elle allait nous dire de mettre des préservatifs, elle nous dit les temples sacrés, wow, attends, voilà, ok. J'ai dit, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des moments où vous aimeriez faire un break? Qu'on puisse tous les, je sais pas combien de temps, avoir comme un temps, bavardage, ok choral, on fait tout ce qu'on veut dans notre coin. Il dit, ah ouais, super. Je fais, alors ça va être quoi le rythme? Il dit, bah, par exemple, on pourrait peut-être essayer, tous les 20 minutes, on fait 2 minutes. Alors je fais, qui va s'occuper d'être le gardien du temps? Et puis on va essayer comme ça. Oh, c'est une des plus belles animations que j'ai vécues.
parce que on C'est de était la co-création. C'est ça, on était en interaction et puis en même temps, ils s'étaient approprié le fait que tous les 20 minutes, pause pour qu'ils papotent entre eux, pour qu'ils échangent. Parce que pour eux, peut-être qu'effectivement, ils ne s'attendaient tellement pas à ça que c'était important de s'approprier les notions qu'on travaillait. Surtout que je leur faisais travailler, par exemple, quand une fille dit non à un garçon, à quoi elle dit oui pour elle. Ils disaient quoi? Elles disent oui à... Donc, voilà. Après, je disais, quand un garçon dit non, quand il dit non à une fille, à quoi est-ce qu'il dit oui pour lui? Premier truc, les garçons, madame, ça dit non, mais ça va pas ou quoi? Donc, hop, on travaillait les généralisations. Et j'ai tellement aimé ce lien. Ouais. Donc, voilà concrètement en quoi ça peut servir. Ça aide à porter une vision différente, à la fois sur soi, dans l'accueil aussi inconditionnel des moments où je pourrais pas avoir de fierté sur ce que j'ai fait, et puis de pouvoir comme accompagner la relation avec les autres. Du coup, ce que j'entends par rapport à ce que tu dis, c'est que ma question c'était par rapport à l'éducation bienveillante des enfants, mais moi il me semble que ce que j'entends, c'est qu'avant de parler d'une éducation, c'est déjà en tant que parent ou éducateur de faire un travail sur soi et d'aller voir justement qu'est-ce qui me stimule dans cette situation, et du coup avant d'éduquer l'autre, déjà c'est de faire retour et de voir un petit peu ce qui se passe, et ça s'apprend. Alors j'aime bien ce mouvement. Pour moi, éduquer c'est montrer le chemin, mais en amont pour moi il y a comment je vais me rééduquer dans un premier temps avant d'éduquer, et c'est en ça où là vraiment je peux consacrer mon temps à soutenir les éducateurs, parce que j'ai jamais rencontré d'éducateurs qui avaient de mauvaises intentions. Je croise juste des gens en ce moment qui sont juste démunis. Parce qu'aujourd'hui, les enfants réagissent d'une manière un peu différente aux générations précédentes. Ils osent dire quand ça leur va pas. Et en tant qu'adulte, dans une gestion de classe, par exemple, c'est difficile. Alors, moi j'entends dire, alors je ne sais pas si tu es d'accord, mais on entend dire que les élèves sont de plus en plus difficiles. Est-ce que déjà tu es d'accord avec ça? Et si oui, comment tu l'expliques? Alors pour moi, c'est difficile de poser des étiquettes, des généralisations sur le fait que les élèves seraient de plus en plus difficiles. Ou est-ce que les enseignants sont de plus en plus démunis? Je crois que je ne sais pas de la poule et l'œuf lequel est arrivé en premier. Moi, je ne suis pas à l'aise avec les généralisations. Je vois en tout cas... Alors j'ai une expérience modeste parce que j'ai que 15 ans d'expérience dans les classes et les banlieues. Et moi, j'ai déjà été amenée à rentrer dans des classes où on m'avait dit c'est les pires. Et j'ai une expérience dans un lycée pas très loin d'ici où je travaillais depuis plusieurs années. Et les enseignants me disaient « Ah, tu vas dans quelle classe cet après-midi, Véronique ?» Je fais première S, bilingue, machin. Ah alors bon courage, c'est les pires des pires. On n'a jamais vu une classe de merdeux comme ça. Et je leur dis « Mais qu'est-ce qui vous prend ?» Parce que c'est vraiment un lycée où il y avait une équipe pédagogique, j'aime beaucoup travailler avec eux. Ils disent, on n'en peut plus, Véronique, vraiment des merdeux, des fils à papa, enfin voilà. Je fais, oh là là, mais ça a l'air tellement rude pour vous. Ils disent, ah ouais, cette année-là, vraiment, on n'a plus les moyens. Je suis ok, alors je vois que la façon que vous avez de me prévenir, c'est votre façon de prendre soin de moi. Et j'apprécie, parce que je pense que c'est comme votre façon, comme de me mettre en garde. Et je vois beaucoup d'amour derrière votre façon de faire. Puis en même temps, j'aimerais vous dire que je vais faire tout mon possible pour arriver dans cette classe sans cette étiquette. Parce que je me dis, si entre le moment où on est en train de se parler et le moment où je les rencontre, il y a une fée qui est passée, peut-être, je ne verrai pas le travail que la fée a opéré. Ils m'ont dit, ouais, écoute, bonne chance, hein, on espère que la fée va être passée. Et puis je suis arrivée dans cette classe. Et je me présente en disant que voilà, j'avais travaillé en accompagnement fin de vie. Et puis comme quand je travaille dans une classe, je demande à ce qu'il y ait des adultes présents de l'établissement. Il y avait une enseignante présente et je dis que voilà, j'ai travaillé en accompagnement fin de vie au domicile, et l'enseignante s'effondre en larmes, mais littéralement. Et elle quitte la salle. Donc je lui dis, mais je l'accompagne, dit non, je veux un temps, etc. Toc, je reviens avec les élèves et je leur dis, voilà, comment c'est pour vous le fait d'avoir vu votre enseignante craquer, de s'effondrer? Et donc j'ai fait un tour et ils disaient combien ils étaient inquiets, interrogatifs, choqués, peinés, en lien vraiment avec un besoin de compréhension sur
le décalage entre ce que j'avais dit et puis la réaction pour cette femme. Et quand elle est revenue, ben, je lui ai partagé, je lui ai dit voilà, j'aimerais te dire que pendant que tu étais partie, j'ai fait un tour comme d'une météo pour voir comment chacun des élèves présents avait réagi à tes larmes. Et j'ai entendu qu'ils avaient de la tristesse, ils étaient choqués, interrogatifs, avec vraiment des élèves profondément touchés. Et je lui dis, mais comment ça te fait, toi, d'entendre ça? Et puis, cette enseignante partage que son mari était mort et qu'il avait été accompagné en fin de vie par l'association dans laquelle je travaillais et que ça l'avait comme ramené dans un profond chagrin. Et puis qu'aujourd'hui, elle était seule à gérer ses 3 enfants et qu'il y a des moments où elle pétait vraiment les câbles en classe. Alors j'ai dit aux élèves, comment c'est pour vous quand vous entendez que ben, cette femme, elle est à la tête d'une famille, seule, avec 3 enfants, et que quelquefois, son comportement, quand elle pète les câbles, c'est juste qu'elle n'a plus les moyens. Et là, je peux pleurer encore tout de suite. Les gamins ont dit, mais madame, nous, on ne savait pas. Et on est 30 là dans la classe. Alors on va essayer de trouver comment on pourrait vous aider. C'était, mais juste pour moi, mais un temps de communion étonnante. Ils ont dit peut-être on pourrait vous garder vos enfants quelquefois. Il y en a qui disent mais peut-être on pourrait s'organiser pour tondre la pelouse si vous avez un jardin. Peut-être on pourrait à certains moments se relayer pour des travaux. Peut-être on pourrait aider vos enfants pour faire des leçons. C'était touchant en disant comme on est 30, on peut faire des équipes. Et on a consacré une partie de l'animation comme ça. Wow. Et j'ai dit à la prof, comment c'est pour toi? Elle me dit, mais jamais j'aurais osé dire ce que je vivais. Et je réalise qu'en étant authentique, on est en train de créer une communauté. Et donc pour moi, la CNV, c'est ça. C'est l'art de retrouver assez de sécurité pour dire authentiquement ce qui nous convient. Parce que c'est un cadeau que je fais à l'autre. Pourquoi? Parce que si je pars du présupposé que les êtres humains aiment contribuer, alors, en étant authentique, j'augmente les chances que la personne, elle ait les moyens de faire ce qu'elle préfère au monde, c'est contribuer. Et quand on est sorti de la classe, et que j'ai retrouvé une certaine partie des profs dans la salle, ils m'ont dit, alors, la fée est passée. Je leur ai dit, je ne vous dirai pas ce qui s'est passé, parce que j'ai un engagement de confidentialité, mais par contre, je vous invite à demander à votre collègue comment elle a vécu cette animation. Et quand je suis retournée dans le lycée, ils m'ont dit « Waouh, il y a quand même des choses qu'on aimerait apprendre à faire. » Parce qu'en restant avec des étiquettes comme ça sur les élèves ou sur les classes, on arrive nous charger d'une certaine rancœur. Et peut-être que ça vient comme... le principe des étiquettes, c'est que ça colle. Si vous collez une étiquette à une classe, ils sont en ceci ou cela, peut-être qu'ils vont se conforter dans cette étiquette. Alors je ne dis pas que ce soit simple, je ne jette pas le caillou aux enseignants parce qu'on ne leur donne pas les moyens. Mais pour moi, il y a quand même des choses qui peuvent les soutenir, j'en suis sûre. Parce que ça, c'est mon expérience. Donc, l'anecdote que tu viens de raconter, est-ce que du coup, le conseil qu'on pourrait donner, je ne sais pas si on peut parler de conseil, mais par rapport aux enseignants, ce serait d'être plus authentique aussi dans ce qu'ils vivent, pour que les élèves puissent mesurer aussi ce que l'enseignant vit. Qu'est-ce que tu auras envie de conseiller justement à un enseignant qui est démuni face à ta classe ou qui part avec des a priori ou qui a tendance peut-être à mettre des étiquettes sur une classe en disant dans le 9-3 c'est forcément difficile par exemple? Alors je ne suis pas très à l'aise, c'est vrai qu'avec la notion des conseils, parce que quelquefois ça pourrait être associé à elle sait tout, etc. C'est pas trop mon truc. Par contre, ce que je sais, ce que j'aime partager moi quand je suis dans les formations initiales, c'est d'offrir le travail de Marshall. C'est-à-dire que si on part du présupposé que les êtres humains aiment contribuer, que ce soit en tant qu'enseignant et élève, même si je sais que l'étiquette déjà enseignant, l'étiquette élève est déjà une forme de violence qu'on fait, parce que derrière, il y a comme quelque chose qui va avec le pouvoir sur, là où nous, on va chercher justement à créer du pouvoir avec. Et ça ne veut pas dire qu'en créant du pouvoir avec, on va laisser faire encore une fois, mais c'est comment on va co-créer en mettant un cadre, en mettant des accords de groupe qui vont sécuriser
et les élèves et les enseignants. Donc pour moi, la première idée, c'est comment on va créer un cadre où chacun va pouvoir s'exprimer pour dire voilà ce qui moi me convient pour apprendre, voilà quelles sont les choses en tout cas qui me soutiennent et comment on va vivre dans cette communauté en étant conscient des limites qui sont nécessaires. Le cadre, quand on met une photo dans un cadre, on protège la photo, on honore sa beauté, on fait en sorte qu'on va garder les meilleurs souvenirs ensemble. Et moi, j'ai beaucoup aimé jouer à créer des cadres comme ça avec les gamins, ce qu'on appelle des accords de groupe. Parce que quand on est acteur du cadre, on adhère déjà plus. Et surtout, ça c'est vraiment... Alors là, je me mets en conseil, je reconnais. Mais quand j'accompagne des enseignants, je leur dis, créer des accords de groupe, c'est OK. Mais ce qui est important, c'est de créer les sorties de cadre. Et dire aux gamins, voilà, on s'est dit peut-être qu'on laisse parler celui qui parle jusqu'au bout de ce qu'il a à dire. On tend vers la bienveillance, c'est-à-dire que si vraiment j'ai des jugements sur quelqu'un et que j'arrive pas à m'en dépatouiller, je vais demander à me faire accompagner pour traduire mes jugements avant d'aller lui dire. Voilà, on va créer les horaires d'arrivée, de sortie, tous les comportements qui nous semblent être nécessaires pour la vie en groupe. Et puis en même temps, en tant qu'humain, eh ben, j'oublie. Moi, si je ne vois pas les panneaux sur la route 50, 70, si je suis en moto, d'un seul coup, je vais me retrouver à 100 quand c'était marqué 70, d'un seul coup, il y a un panneau qui me rappelle. Et donc, c'est, en tant qu'humain, eh ben, je peux oublier à certains moments certains des engagements que je me suis, avec lesquels j'étais pourtant d'accord. Et j'aime beaucoup cette idée de dire, voilà, si un d'entre nous oublie quelque chose, qu'on vient de se fixer, moi comme vous, et ce qui est important à ce moment-là, c'est de vivre cette équivalence humaine, qui n'a pas à voir avec l'égalité. C'est ce que je disais aux gamins. On n'est pas égaux. Moi, j'ai un certain âge, vous en avez un autre. Je suis une fille, il y a des garçons, on n'est pas nés dans le milieu. C'est pas de ça dont est question. L'équivalence, c'est nous avons la même valeur. Et donc, si moi, en tant qu'adulte, je sors du cadre, ou si un de vous, et j'aimais beaucoup dire, si moi, en tant qu'être humain, je sors du cadre, si vous, en tant qu'être humain, vous sortez du cadre, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Comment est-ce que vous allez pouvoir me le dire? Comment moi je vais pouvoir vous le dire? Et c'est ça qui est hyper important. Il n'y a plus de position haute, position basse, c'est très participatif. Et comme tu disais, de rendre les élèves ou l'enfant, parce que en fait, ce que tu dis, c'est valable aussi d'un parent envers l'enfant. C'est de rendre un être humain qui a un âge différent du nôtre. Parce qu'en fait, toi, moi je vois, hein, dès qu'on utilise des étiquettes prof, élève, parent, enfant, tout de suite il y a comme un rôle qui arrive. Et qu'il y a comme quelque chose en lien avec ce conditionnement que moi j'aime beaucoup, beaucoup encore observer chez moi. Par exemple, je me dis si j'invite à déjeuner mes 3 enfants, oh je me vois en tant que petite maman à faire, alors il y a des moments où j'ai beaucoup de joie à faire ça, hein, mais je vois que c'est comme si moi je les vois petits. Juste je rappelle, ils ont 30 ans, 27 et 24, donc histoire de rire par rapport au côté enfant. Mais si je dis je reçois 3 adultes à déjeuner, je ne vais pas du tout avoir la même attitude. Je me repère encore derrière ce poids des étiquettes. Mais c'est dingue. Hein. Et pourtant, je pratique. Hein. Mais comme quoi, je ne suis pas rendue. Et tant mieux, parce que c'est ça qui me réjouit. De chaque jour, me voir encore comme chopée dans mes conditionnements. De marteau. 1, 1, 1, 1. Oh mince. Dans nos chaussettes, très bien. Hein? Donc là, c'est bon. Alors. Attends, c'est pas symétrique, là. Oh là 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 là. Là voilà. Si, juste de temps en temps. Ouais. De temps en temps, juste tourner la tête pour pas qu'on voit que ton profil. D'accord. Oui, surtout que c'est là où j'ai le grand nez de profil. 2, 3 quarts alors. Ok. De toute façon, tu as dit qu'on allait couper. Hein. Ouais. Donc on se marre, d'accord? Ok. Bon, on se marre, s'éclate. top.